Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir de recevoir dans l'entretien Maître Nordine Ahmin. Maître Nordine Ahmin, avocat au long cours, militant des droits de l'homme, l'avocat du Sud, je pourrais dire. Bonjour Nordine Ahmin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très content merci à vous de m'avoir invité. De vous accueillir à Radio M. Alors, évidemment, pour ceux qui suivent la chronique des affaires judiciaires et des affaires notamment des atteintes de la répression et des mouvements sociaux et des mouvements populaires, vous êtes basé à Lerwat, vous avez intervenu dans plusieurs affaires, les chômeurs de Lerwat, les chômeurs de Ouargla, les mouvements sociaux de Ouargla, les conflits qu'il y a eu à Gherdaya, les affaires de poursuite de groupes ethniques à Gherdaya, l'affaire Hfnaouidj qui nous parle beaucoup roule en 2004 à Djelfa, nous qui sommes journalistes, l'affaire de lanceurs d'alerte Ammar Bourras Al-Bayed. Vous êtes vraiment l'avocat engagé sur les dossiers du Sud, on va dire. Ça se fait c'est parce que vous êtes basé à Lerwat. Peut-être c'est par hasard que les choses se présentent ainsi. Le fait de m'installer à Lerwat, de me baser à Lerwat, d'habiter à Lerwat. Donc, une fois que, en ma qualité de militant des droits de l'homme, puisque j'ai commencé à militer depuis pratiquement la création de la LADDH en 89. Donc, c'était une suite logique, en quelque sorte, une fois que je suis devenu avocat. Et les problèmes des droits de l'homme se posaient dans la région, obligé d'être là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre en charge des affaires relatives aux droits de l'homme, des personnes poursuivies sur cette base. J'ai commencé à partir de 2004 avec les affaires de Hfnaouirol à l'époque. Et bon, en fin de compte, quand même... On peut rappeler l'affaire, hein? Oui, il s'agissait d'une diffamation. Il a été attaqué en diffamation. Diffamation, et bon, et comme ça remonte à 2004, oui, il y a surtout diffamation et d'autres chefs d'accusation, puisqu'il était à l'époque poursuivi pour un bon nombre d'affaires. À la suite de deux articles, le Wali de Djelfa à l'époque, il a poursuivi sur la base de ces articles-là. Donc, il a été condamné, à plusieurs reprises, mais quand même, en fin de compte, il a été, au bout de même pas de 6 mois, il a été libéré. Et comme son affaire a été, à l'époque, a pris de l'ampleur, même au-delà de l'Algérie, au-delà des frontières, et il y a eu des réactions en sa faveur. Et même, on a obtenu, c'est-à-dire le concernant a obtenu même un prix Reporters sans frontières en 2005. Oui, absolument. Roll avait obtenu ce prix en l'année suivante, qui a suivi son arrestation. Pour rester sur le registre de la presse et des lanceurs d'alerte, vous avez aussi traité de l'affaire de Hassan Bourras beaucoup plus récemment, en 2015. On peut aussi rappeler les faits là aussi. Si on parle de Hassan Bourras, je crois qu'on va aller même plus loin que ça, puisque la première affaire que j'ai prise concernant le Hassan Bourras, c'était en 2003, avant même Hfnaouirol. En fait, c'était la première affaire. La première affaire que, dans le cadre des droits de l'homme dans le Sud, en 2003, il a été poursuivi lui aussi à l'époque sur la base d'un article, je crois qu'un ancien moudjahid qui a déposé plainte contre lui. Il a été emprisonné, condamné à 2 ans de prison par le tribunal d'El Bayed. À l'époque, il n'y avait pas une cour au niveau d'El Bayed, donc moi, comment j'ai su, comment j'ai pris connaissance de cette affaire. J'étais à l'Abied Sid Cheikh en 2003 toujours pour défendre les militants de la LADDH de l'Abied Sid Cheikh à l'époque. Donc on m'a parlé de Hassan Bourras. Hassan Bourras, on m'a dit voilà un journaliste emprisonné. Moi je ne le connaissais pas à l'époque. J'étais étonné. Et comment se fait-il, un journaliste condamné à 2 ans de prison et personne n'en parle, c'était pas normal. Donc c'est comme ça que j'ai décidé comme ça de prendre en charge cette affaire au niveau de l'appel, parce que au niveau du tribunal je n'étais pas présent, je ne savais même pas qu'il y avait affaire à Hassan Bourras. Au niveau de l'appel, donc l'appel à l'époque il n'y avait il n'y avait pas une cour, donc les appels se faisaient au niveau de Saïda. Donc j'étais à la cour de Saïda pour défendre, et c'est comme ça que j'ai
première rencontre avec Hassan Bourras, elle a été faite au niveau de Saïda. Alors en 2015, il a été à nouveau en 2015, il a été à nouveau condamné pour des faits pour avoir à ce moment-là, il s'est modernisé, il s'est mis sur les réseaux sociaux. Absolument. Il a diffusé une vidéo sur le Magharibiya qui mettait en cause un certain nombre d'officiers de police et même le procureur d'El Bayad. Oui. Et comme ça, il a été poursuivi. Donc, première instance, une année ferme avec mandat dépôt. Et on a fait appel. On a fait appel donc contre cette décision et en même temps, il y a eu une campagne en sa faveur qui a été là aussi au-delà des frontières. D'ailleurs, Reporters sans frontières m'a invité pour faire une conférence de presse à Paris. Et chose qui a été faite, j'ai participé à une conférence de presse avec les membres de Reporters sans frontières pour sensibiliser, si on veut, l'opinion publique nationale et internationale sur cette affaire. Il a été libéré au bout de 6 mois. On a fait appel, donc une fois que l'affaire est passée devant la cour, il a été libéré, donc il a été condamné à 6 mois avec sursis. Voilà. Ceci pour rappeler quand même qu'on a beau être au sud, on a quand même des problématiques un peu semblables à celles du nord. Enfin, le sud, Djelfa et El Bayad, c'est plutôt les hauts plateaux. Oui. Mais on a des problématiques de liberté d'expression, de liberté de la presse, de lanceurs d'alerte qui sont voisines de celles que nous connaissons dans les grands centres du nord. Tout à fait, absolument. Avec des acteurs sociaux qui bougent. Absolument. Cela m'offre une transition pour parler de Yassine Zaid, des chômeurs de la Roi, des chômeurs de Ouergla, de ce mouvement qui a beaucoup animé la scène depuis 2014. Enfin, on peut aussi citer ceux qui se sont mobilisés contre le gaz de schiste à Ain Salah, qui eux étaient apparemment suffisamment puissants pour s'auto-protéger et ne pas peut-être avoir besoin des services de Maître Ahmin. Alors, on en est où sur ces dossiers-là ? Sur ces dossiers, bon, l'affaire des chômeurs a occupé la scène nationale, je dirais à un moment donné même internationale, dans une certaine mesure, bien sûr, depuis 2013 jusqu'à 2015. 2013, le mouvement était très, très solide, très fort, une mobilisation considérable, surtout au niveau de Ouergla. Mais bien sûr, à chaque fois, dans notre pays, on s'attaque à ce genre de mouvement il faut le dire, on utilise la justice malheureusement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, on trouve toujours un moyen de fabriquer des dossiers sur la base, surtout les chefs d'accusation qui revenaient souvent, c'est le attroupement, incitation à attroupement, outrage à corps constitué. Attroupement, je souris parce que, est-ce que c'est toujours l'article 101 du Code pénal ? Parce que moi, j'ai été condamné à 1 année de prison pour attroupement. C'est plus le même. C'est plus le même. C'est 97, 99 et 100. D'accord. Parce qu'il y a attroupement armé, attroupement non armé. Oui, 97, il parle des deux cas. Attroupement non armé et attroupement armé. Et 100, c'est incitation à. Et le deuxième chef d'accusation, c'est atteinte au corps constitué qui revenait souvent, c'est-à-dire, bon, voilà, on a outragé les policiers, surtout les policiers, puisque c'est des villes et tout, donc les gendarmes, c'est rare où ça arrive. Donc c'est comme ça, il y a eu beaucoup de poursuites, notamment, vous avez parlé de Yassine Zaid, qui a été emprisonné à Ouergla, justement, à cause de, non seulement outrage, même coups et blessures, il a été emprisonné, et avec une mobilisation surtout de la part de la corporation, c'est le corps d'avocats. Il y avait un bon nombre d'avocats, on s'est déplacé sur Ouergla, et là aussi, heureusement, on a obtenu sa libération, même un résultat quand même satisfaisant, dans la mesure où il a été condamné à l'époque à 6 mois de prison avec sursis. Maître Noureddin Ahmin, on va s'arrêter 1 minute sur cette évocation de la scène contestataire dans le Sud pour essayer de comprendre. Vous avez un recul, vous avez été
disons, dans le mouvement culturel berbère d'une certaine façon dans le Nord. Donc vous connaissez un peu les mobilisations. Absolument. Vous avez été proche de la troupe de Bza, même membre de la troupe de Bza dans les années 80, proche de Kateb Yassine et consorts. Vous connaissez le potentiel de mobilisation dans le Nord. Est-ce que vous diriez que au Sud, il y a plus de répression? Est-ce que vous dites que les mouvements dans le Sud arrivent à mieux se protéger et il y a une solidarité plus forte? Je pense que c'est tout à fait le contraire. C'est très, très, très difficile de militer au niveau du Sud. Pourquoi? Parce que les autorités locales sont tellement solides, sont tellement implantées, elles rejettent toute contestation. Toute mobilisation est considérée comme étant une attaque contre eux. Donc, ils font tout, et comme ils sont proches des services de police, donc... La première réponse, c'est la répression. C'est la répression, voilà. La première réponse, c'est la répression. Et c'est ça, ce qui est bien au niveau du Sud, c'est-à-dire il y a eu des mobilisations considérables. On a tout à l'heure parlé des chômeurs, la mobilisation. Je pense que après la Kabylie, après les événements de 80, je crois que la mobilisation des chômeurs au niveau de Ouargla est la plus importante. Al-Ghouat aussi, Al-Ghouat a pris le relais en matière de chômeurs. Et là aussi, on a frappé fort. On a condamné des gens pour des chefs d'accusation invraisemblables, exercer des pressions sur une décision de justice. C'est-à-dire le fait, quelques chats, je dirais, qui se mettent devant la cour et on considère qu'ils sont là, même pas une dizaine, et qu'ils sont là à exercer une pression sur la justice afin de... Et ils sont arrêtés et condamnés. Arrêtés, emprisonnés et condamnés pour 6 mois. Et là, je signale que même le Parlement européen il a rendu une résolution dans ce sens, spécialement pour les chômeurs de Al-Ghouat. En 2015. En 2015, absolument. Oui, le Parlement européen, mais ça n'a pas empêché une condamnation. Que la condamnation, en même temps, comment dirais la condamnation a été exécutée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont fait les 6 mois de prison. Très bien. On a bien compris un peu la psychologie des autorités locales par rapport aux mouvements sociaux dans le Sud. Et le réseau de soutien juridique, des avocats, des associations humanitaires, etc., il représente quoi exactement au Sud? Est-ce qu'il y a Maître Ahmin face à l'administration, ou est-ce qu'il y a d'autres avocats, d'autres militants humanitaires qui apportent la protection nécessaire pour l'expression de ce type de mouvement? Ah oui, il y a eu quand même, surtout au début, en 2013, 2014, jusqu'à 2015, je dirais, même au sein du corps des avocats, il y a eu quand même une certaine mobilisation, un certain nombre d'avocats, surtout du Nord, qui venaient régulièrement dans ce genre d'affaires. Moi, j'étais là sur place pour suivre de près les affaires. Mais pour la défense, il y avait quand même un bon nombre d'avocats qui se déplaçaient. Mais qui venaient du Nord? Du Nord, oui, du Nord. Mais spécialement du Nord. La question, c'était est-ce qu'il y en a au Sud? Particulièrement au Sud, non. Au Sud, non. Il n'y a pas tellement, mais qui venaient du Nord, particulièrement d'Alger. Alors, pour comprendre un peu l'itinéraire militant et le type d'intervention précieux, oui. Concernant les organisations, quand même, elles étaient là. Elles étaient là, Amnesty International, Human Rights Watch, Réseau Euro-Méditerranéen des droits de l'homme. Ils ont fait quand même le Reporters sans frontières. Ils étaient là pour quand même suivre de très 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 près ces affaires-là. Voilà. Donc, dans l'itinéraire militant et humanitaire de Maître Ahmin, il y a quand même cet épisode de Gherdaya qui est important parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à Gherdaya, 2013-2015. Est-ce qu'on peut dire que les choses sont entrées dans l'ordre aujourd'hui à Gherdaya? Sur le plan des dossiers juridiques pour le moment. Oui, pas au niveau politique et social, c'est autre chose. Absolument. C'est-à-dire le vrai problème, à mon sens, il n'est pas réglé. Le vrai problème, il n'y a pas eu, vraiment, on n'a pas été jusqu'au bout
pour régler définitivement le problème de la cohabitation et voilà, la cohabitation, un certain nombre de... il y a des problèmes qui se posent jusqu'à présent. Par exemple, le foncier, le poids des autorités. C'est ça le problème. À l'intérieur de l'Algérie, c'est le poids des autorités locales. C'est un poids considérable. Donc, ça ne permet pas la résolution des problèmes de cette nature. Dans l'apparence, pour le moment, tant mieux. Espérons que ça continue comme ça, qu'il n'y aura plus de violence. Pour le moment, on peut dire que le calme est revenu. Mais maintenant, est-ce que les problèmes sont réglés fondamentalement dans le fond toucher les racines? Je ne vois pas, je ne sais pas. Et donc, si les problèmes de fond ne sont pas réglés, on peut toujours se retrouver à nouveau devant une explosion de violence. C'est ce qui fait peur, d'ailleurs. Tout à fait. Très bien. C'est important de l'entendre de la bouche de l'avocat peut-être le plus engagé sur ces dossiers-là. Il y a une affaire qui vous a beaucoup tenu à cœur à Gherdaya, qui a pris beaucoup de votre temps. C'est l'affaire de Baba Nadjar, un militant FFS, qui a été accusé de l'assassinat de Bazine Brahim, responsable du Croissant Rouge à Gherdaya en 2004. Il a été jugé 2 fois et condamné à perpétuité. Vous étiez l'un de ses avocats, l'un de ses principaux avocats, et vous êtes persuadé de son innocence. Tout à fait, absolument. Malheureusement, c'est un jeune qui est condamné. Pour moi, je suis convaincu qu'il est innocent et les faits qui lui sont reprochés se basaient sur un simple témoignage d'un mineur de 14 ans. Il est condamné la première fois en 2005 à la peine capitale. Et puis, après un pourvoi en cassation, donc il y a eu un autre jugement. L'affaire a été rejugée au niveau de la cour de Média. Malgré toute une mobilisation, malgré une présence massive de la défense, malgré les éléments qui ont été présentés et tout, et qui n'étaient pas suffisants pour condamner cette personne. En matière criminelle, c'est l'intime conviction. Ce n'est pas les preuves, c'est l'intime conviction, c'est comme ça. Donc, il a été condamné à perpétuité. Et jusqu'à présent, le pauvre... Sur le plan des procédures, il n'y a plus aucun recours possible. Le seul recours, c'est la grâce présidentielle. C'est le seul recours, c'est-à-dire que ses parents demandent... Mais les grâces en général interviennent pour sauver la tête de quelqu'un de la peine capitale, pas pour réduire la peine. Absolument. Maître Nordin Ahmin, quand on est en pointe sur autant de dossiers, on ne peut pas les évoquer tous. Il y a tellement d'affaires de droits de l'homme sur lesquelles vous vous êtes engagé. J'ai cité les lieux, j'ai cité certaines situations. On finit par être un petit peu la cible, quand même, quelque part, des officines et du pouvoir. On le sait déjà pour le Nord. Mais quand on est un peu isolé dans le sud, ça devient une évidence. Et là, on se rend compte qu'en 2014, il y a 2 procédures qui ont été lancées presque en même temps contre vous pour essayer de vous déstabiliser. Il y en a une qui a pris l'allure d'une procédure pénale, vous allez nous en dire un mot, et puis une autre qui est plus professionnelle liée au bâtonnat de Médéa. De quoi s'agit-il exactement ? Eh oui, c'est vrai, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, l'affaire pénale, oui. L'affaire pénale, voilà. C'est en 2014, j'ai déposé plainte. C'est-à-dire un client qui est venu, comme à Gherdaya, ils me connaissent, que sur cette question-là, sur la question des droits de l'homme, donc quand il y a un problème de cet ordre, il s'adresse systématiquement à moi pour déposer plainte ou faire d'autres procédures. Cette fois-ci, un client, quelqu'un de Gherdaya, un habitant de Gherdaya, qui est venu me voir. Il l'a demandé à me voir, j'ai accepté. Il m'a relaté des faits bien déterminés en disant que mon frère a été agressé par un groupe de personnes et cette agression a entraîné la mort et certains éléments de la police ont participé à cette agression. Ça a entraîné la mort de son frère. De son frère, voilà. Ce que j'ai mis sur ma plainte, je l'ai déposé comme d'habitude auprès du parquet de Gherdaya en croyant que l'affaire soit
C'est une plainte contre X. Hein. Contre X, voilà. Merci de l'avoir souligné. C'est ça, une plainte contre X. Donc, on n'a pas déterminé les personnes qui ont commis ça. C'est à l'enquête. Normalement, le procureur devait déclencher une enquête. Sur la base de cette enquête, on arrive aux agresseurs, aux auteurs de ces faits. Après un certain temps, en 2015, au lieu que ma plainte prenne le cours normal des choses, c'est-à-dire le cours normal, il y a deux possibilités, soit de classer sans suite l'affaire, si on s'aperçoit qu'il n'y a aucun élément qui permet de poursuivre X ou Y, on classe, le parquet a la possibilité de classer l'affaire. Sinon, maintenant, s'il y a des éléments probants où il est nécessaire de poursuivre l'affaire, d'enquêter davantage pour arriver aux auteurs, on le fait. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que cette affaire prendrait son cours normal, celui d'une poursuite, et pour aboutir à déterminer les personnes qui ont commis ces faits. En fin 2015, je reçois une convocation de la police. Je ne savais pas il s'agissait de quoi. Convoqué par la police. J'ai cherché à trouver un représentant du bâtonnier, je n'ai pas trouvé. Au bout de 2 jours ou 3 jours, je me suis dit, et comme vu mes activités, j'ai toujours des appréhensions, on ne sait jamais. Il faut que je sache de quoi il s'agit. Bien sûr, de par mes activités. Donc, c'est pas normal. La police me convoque. Il faut que je sache. Donc, au bout de, je crois que 2 ou 3 jours, j'ai été à la police. On me présente ma propre plainte. En disant, c'est votre plainte. Oui, c'est ma plainte. Oui, c'est mon écriture. Avec le temps, bien sûr, début 2014, janvier 2014, fin 2015, on oublie avec le reste des affaires et tout. Oui, c'est ma plainte et tout. Oui, c'est ma signature, c'est mon cachet. De quoi il s'agit? Cette personne nie avoir eu affaire à vous. Et vous avez fait cette plainte de votre propre chef. Ah oui, oui. Ah bon? Bon, je leur avais dit, moi je suis avocat, je ne suis pas soumis. La loi algérienne régissant la profession d'avocat n'exige pas une procuration écrite. Notre parole suffit. Donc, c'est parole contre parole, c'est ma parole qui passe. À la limite, si c'est vrai, si cette personne a des preuves, ça devient une simple faute professionnelle. Donc, on ne peut pas poursuivre un avocat sur cette base. Exemple, si cette personne peut démontrer qu'elle n'a pas mis les pieds en Algérie pendant toute la période où il y a eu la plainte. Par exemple. Donc, donc, c'était une invention. Une invention de ma part, et ça devient une faute professionnelle. On ne peut pas poursuivre un avocat sur cette base. Donc, c'est le principe d'immunité de l'avocat qui a été violé. Tout simplement. Tout simplement. Ok, d'accord, bon. Et la police a envoyé, même le policier, l'officier de police m'a dit, Inch'Allah, mais qu'on c'est-à-dire lui-même, il n'était pas convaincu de ça. Inch'Allah, mais qu'on sûrement il classé. Au cours de l'année, le début de l'année 2016, donc vers le mois de mai, je crois, je reçois un coup de téléphone de la part d'un confrère de Ghardaya me disant que le juge d'instruction veut justement pour une audition auprès du juge d'instruction. Voilà, le juge d'instruction était gentil en précisant que je peux choisir le jour où je peux me déplacer pour l'audition. C'était gentil de sa part. Le jour J, j'ai informé mes confrères, surtout d'ici d'Alger, Maître Bouchachi, Ben Nissad, on était 14 ou 15 personnes, avocats, confrères, qui étaient là pour m'assister à l'audience. C'était quelque chose de formidable. Donc, j'étais auditionné, bien sûr, c'est toujours, ma position était toujours la même, de dire c'est quoi ça, c'est pas, j'ai nié les faits, c'est pas vrai, c'est bon. Et, comme par hasard, cette personne-là, elle n'a jamais été auditionnée, jusqu'à présent d'ailleurs. Le juge d'instruction doit vérifier auprès de la... Logiquement, la moindre des choses. La moindre des choses.
n'a pas été auditionné par le juge d'instruction. Il a été convoqué par la Cour à plusieurs reprises, il n'est pas venu. On en est où avec cette affaire, maître? Beaucoup plus passer à la deuxième. Oui, on en est où aujourd'hui? On en est où? Bon, au niveau, l'affaire est passée devant le tribunal. Je n'étais pas convoqué, donc le juge a vu que c'était donc j'ai eu un acquittement par défaut, sans ma présence. Le parquet a fait appel. C'est là où le problème. Je me suis dit, là, c'est un acharnement de la part du parquet. C'est pas possible de... Donc, j'ai fait tout un tapage. Je l'ai fait exprès. Je me suis dit, on ne peut pas se taire. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Même je ne risquais pas grand-chose dans la mesure où au tribunal, j'ai eu un acquittement par défaut, sans ma présence. Donc, j'ai fait tout un tapage, une mobilisation, une grande mobilisation, même au-delà des frontières. Et on a obtenu la deuxième, donc le jugement a été confirmé par la Cour. Très bien. C'était le 28 mai 2018. Je m'attendais à ce que les choses s'arrêtent là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a encore une cassation devant la Cour suprême? Non. C'est pas ça, c'est pas au niveau de sur le plan pénal. Voilà, une autre voie. Voilà. C'est la voie du bâtonnat. La voie du bâtonnat. La voie du bâtonnat qui est partie pratiquement à la même période, c'est-à-dire le début 2016. L'affaire pénale début 2016, l'affaire du bâtonnat début 2016, presque en même temps. Donc c'est bizarre comme coïncidence. Et l'affaire du bâtonnat, ce serait un de vos anciens clients qui aurait déposé plainte auprès du bâtonnat parce qu'il considère qu'il a été mal assisté par vous. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai fait appel pour être plus précis en dehors des délais. Voilà. Et il considère que vous avez mal défendu ses intérêts. Tout simplement. Et vous allez passer en conseil de discipline samedi prochain pour cela. Pour ça, oui. C'est une affaire, mais il faut le souligner, depuis 2012. Sachant que la prescription uniquement, c'est une affaire banale, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, bien sûr. Mais sur le plan pénal, la prescription en matière professionnelle, en matière de faute professionnelle dans notre profession, c'est de 3 ans, à dater des faits. On est en 2018. En 2018, voilà. Et je vais passer, bien sûr, il a été renvoyé à plusieurs reprises. La dernière fois, il a été renvoyé pour le 23 juin. J'ai été, plus de la moitié des membres n'étaient pas présents. Ça, c'est pas quand même... Je me déplace de la Gotte avec un collectif d'avocats. On était 8. Il y avait 8 confrères qui sont venus. Même c'est pas uniquement d'Alger, pour ne pas trouver le nombre suffisant de membres du conseil de discipline. Pour reconvoquer encore une autre séance. Pour reconvoquer, et voilà, pour le 27 de ce mois-ci. C'est le bâtonnier de Médéa. Vous dépendez du bâtonnat de Médéa, à droite? Oui, je dépends du barreau de Médéa. Oui, le barreau de Médéa, il va de Médéa jusqu'à Tamaras, chose qui n'est pas... Et donc, le bâtonnier de Médéa est devenu le champion de la correction des torts de Maître Ahmed. Absolument. Sinon, comment comprendre les choses? Il y a même un vrai acharnement. Le dépôt de plainte de cette affaire de 2012. Une autre affaire, je ne sais pas cette fois-ci, il n'est pas enrôlé pour cette date. Et il m'a vraiment harcelé avec des questionnaires, ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le terme juste, en arabe, c'est Moussa'ala. Questionnaire. Harcelé avec des questionnaires sur questionnaire. Le dernier, déjà, un questionnaire de combien de pages? De 5 pages. De 5 pages. Il a repris l'ensemble de l'affaire pénale de 2014 jusqu'au 28 mai 2018. Un nombre, d'ailleurs, la qualification des fautes, impossible de cerner ça. Je ne sais pas combien de fautes que j'ai commis. Il me demande de répondre, ça, c'est le 10 septembre 2018. C'est-à-dire, il est revenu sur l'affaire pénale. Qui a été jugé 2 fois. Qui a été jugé, qui est terminé définitivement. Et la dernière, la plus belle, c'est le 23 octobre, avant-hier. C'est absolument. Il me reproche de prendre des photos avec un avocat
à Genève qui était censé venir me défendre le 28 et ils n'ont pas eu, lui et une autre consoeur du barreau de Genève, qui normalement ils devaient être à Gardey pour me défendre, pour prendre ma défense. Ils n'ont pas eu le visa, donc ils n'ont pas pu venir. J'ai eu la chance après de rencontrer l'un de ces deux avocats à Genève. J'ai fait une photo que j'ai publiée sur Facebook. Il me reproche ça. Il considère que c'est une publicité illégale. Oui. Oui. Voilà. Oui. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, oui. Est-ce que le pouvoir politique, parce qu'on va être direct, on est sur Radio 1, est-ce que le pouvoir politique a besoin d'aller à ce niveau sordide d'acharnement sur les avocats? On a bien compris qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y a quand même une forte solidarité autour de vous. Oui. Ça, on le sent. On le sent. Mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils veulent faire taire les assistances juridiques, les engagements militants des droits de l'homme auprès des mouvements dans le Sud. L'enjeu, c'est quoi? Parce que même au Nord, on n'a pas souvent vu des acharnements aussi... aussi bas. Absolument. Absolument. C'est quoi l'enjeu? C'est pour vous faire peur, pour vous faire cesser de soutenir les acteurs sociaux indépendants? C'est quoi? C'est quoi? En dehors d'une autre explication, c'est ça. Malheureusement, je ne trouve pas une autre explication. Ce n'est pas possible. C'est de s'acharner contre un avocat de cette manière. Maintenant, si c'est vraiment pour des raisons professionnelles, c'est invraisemblable. Quand même, c'est pas hier que j'ai commencé cette profession. C'est pas. Et encore, la preuve, cette mobilisation des confrères, des consoeurs qui sont venus surtout le 28, je crois qu'il y avait 34 avocats. De Constantine, de Sétif, de Alger, n'en parlons pas. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas quelque chose sur le plan professionnel de palpable pour l'expliquer. Donc, moi, je considère que cet acharnement, ce n'est qu'un prolongement de la première affaire. Il y a quelque chose derrière, il y a quelqu'un derrière. Donc, qui suivez mon regard, comme on dit, hein, c'est tout. Est-ce que vous redoutez une sanction conseil de discipline le samedi? Ça ne m'inquiète pas. Sincèrement, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi? Je me considère comme militant. Un militant peut rencontrer toutes les difficultés du monde. C'est tout à fait normal. Sinon, pourquoi je milite? Vous êtes quand même avocat, vous vivez de ce métier aussi. Certainement. Même maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que je rencontre beaucoup de problèmes. Depuis le début de 2016. 2 affaires en parallèle. Qui vous ont coûté beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, bien sûr. Je ne peux pas travailler normalement, ce n'est pas possible. Donc, même sur le plan économique, sur le plan énergie sur le plan, ça pèse, c'est vrai, ça pèse lourd. Mais j'attribue ça à mon engagement. Tant pis pour moi, et c'est comme ça, il faut accepter les choses. Sinon, je suis en train de payer chèrement cet engagement, à cause de ça. Voilà. On prend rendez-vous dans les prochaines semaines pour faire le point? Oui, pourquoi pas. Mais en attendant, vous restez confiant quand même dans votre engagement. Oui, absolument. Okay. Est-ce que, on va finir sur cet aspect, est-ce que les Algériens regardent le Sud avec un regard, ils connaissent pas bien le Sud, ils savent pas très bien ce qui s'y passe, etc. Est-ce que Maître Hamid, vous qui connaissez, vous avez beaucoup sillonné donc toutes les destinations dont on a parlé, vous connaissez le tissu social, les acteurs, etc. Est-ce que le Sud, ça reste quand même un atout pour l'Algérie, ou est-ce que c'est plus une source de préoccupation pour tous nous les Algériens, parce qu'on parle d'un mouvement de dissidence qui commence à monter. On a peur un petit peu quand on parle du Sud. Pendant longtemps, on disait c'est la grande chance de l'Algérie, le Sud. Hein, oui. Est-ce que ça reste encore un atout pour l'Algérie, ou est-ce que c'est plus une source d'inquiétude? Sur un plan, c'est un atout, certainement, c'est indéniable. Mais c'est une vraie source d'inquiétude. Parce qu'il n'y a pas une vraie prise en charge de toute cette région, une vaste région. Il y a de la misère au sud et ça se développe de plus en plus. Il n'y a pas en face, si on veut, une volonté qui va dans le sens de régler ces problèmes, les problèmes de la population du Sud. Donc, si ça continue comme ça, ça va constituer vraiment une source d'inquiétude. Maître Nordin Hamid, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. C'est ça. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.